La semaine politique Europe 1, Paris Match JDD, Pierre de Villeneuve. Avec pour Paris Match François Delabarre, pour le JDD Raphaël Steinville et pour Europe 1 Arthur Delaborde, nous commentons ces derniers propos d'Emmanuel Macron sur ce soutien indéfectible à l'Ukraine, au peuple ukrainien. Il en a été question aussi de ces propos et de ce soutien dans ce débat qui a été organisé parmi les différents candidats aux élections européennes. Écoutez Thierry Mariani, c'était hier. Quoi qu'il arrive, une guerre doit toujours finir par un accord. Et quoi qu'il arrive, il faudra discuter avec ceux qui, par moments, peuvent être vos pires ennemis. Chaque guerre se termine comme ça. L'Europe n'est pas aujourd'hui directement menacée. Nous sommes aujourd'hui couverts par le traité de l'OTAN. Les forces de l'OTAN sont 5 fois plus en moyenne supérieures à celles de la Russie. Et voilà ce que lui répond Valérie Ayé. C'est pas anodin quand Thierry Mariani affirme que l'Europe n'est pas menacée. Si la Russie gagne, demain, en Ukraine, la Russie détient 80% des stocks de blé mondiaux. Je vous laisse imaginer ce que ça a en termes d'impact d'un point de vue énergétique et d'un point de vue d'inflation alimentaire. Et donc oui, il faut soutenir les Ukrainiens jusqu'au bout. Et Gabriel Attal, dans son discours à l'Assemblée nationale. La guerre a évidemment un impact dans la vie quotidienne des Français, mais une victoire de la Russie, ce serait un cataclysme pour le pouvoir d'achat des Français, une inflation alimentaire puissance 10, une explosion des prix de l'énergie puissance 10. Dans un monde où la Russie gagnerait, les Français vivraient moins bien avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse, une insécurité croissante. À nouveau, évidemment que cette guerre a un coût dans la vie quotidienne, mais ce coût serait décuplé sans commune mesure si la Russie l'emportait sur l'Ukraine. Le succès de l'Ukraine, c'est aussi l'intérêt des Français. Et quand le débat vient entre Sylvain Maillard et Marine Le Pen, eh bien, on parle du fameux emprunt pour le RN. Collègues d'extrême gauche, votre pacifisme de façade conduirait à se soumettre aux pires dictatures, qui, certes, vous fascinent depuis si longtemps. Et vous, à l'extrême droite, vous ne duperez plus personne. Cet appel à la conciliation à tout prix avec la Russie, ce n'est qu'un remboursement anticipé de votre crédit. Vous avez, sans même vous en cacher, détourné, exploité, instrumentalisé une crise internationale majeure pour la mettre au service d'un agenda électoraliste de court terme. Ce genre de pratique porte en français un nom. La basse politique politicienne, celle-là même qui provoque chez nos concitoyens désintérêt, résignation et souvent abstention. Ah et bien justement l'abstention, qu'en pense Jérôme Gage? Mais si tu l'as, il est là. On ne s'abstient pas quand il est question d'apporter un soutien qui doit être indéfectible aux Ukrainiens, au gouvernement ukrainien, au peuple ukrainien, qui depuis 2 ans est victime d'une agression qui nous concerne parce qu'elle est sur le sol européen. Et donc, on ne peut pas dire cela ne nous regarde pas. L'abstention, c'est une sorte d'indifférence au moment où il faut faire un choix. Cet accord de coopération, nous allons l'approuver, nous socialistes, cet après-midi. Je ne sais pas ce qui vous a étonné le plus, mais dans tous ces sonores qu'on vient d'écouter de la représentation nationale, il y en a un qui est quand même assez étonnant, c'est celui de Valérie Ayé qui nous parle du blé, des conséquences économiques, alors qu'il est quand même question de vie humaine, Raphaël Steinville. Oui, mais malgré tout, c'est intéressant parce qu'on peut retourner l'argument de Valérie Ayé. Aujourd'hui, si on importe déjà du blé russe, et le Green Deal tel qu'il a été conçu, l'espèce de décroissance programmée, fait que notre agriculture, ou plutôt nous sommes toujours plus dépendants notamment du blé russe, parce que cette programmation de la baisse de nos productions céréalières nous met toujours davantage dans les mains russes. Donc on peut déjà finalement lui retourner cet argument. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qui ont été dites, parfois absolument fausses, qui traduisent d'ailleurs la volonté, la stratégie du pouvoir de vouloir absolument poutiniser l'ennemi, à commencer par Marine Le Pen, mais avec des fake news qui sont quand même énormes. Du genre
notamment sur le financement, l'absence de remboursement du RN. C'était la première chose que Jordan Bardella a fait en arrivant, en prenant la présidence du Rassemblement national. Et il faut rappeler quand même malgré tout les conditions qui ont conduit Marine Le Pen à contracter cet emprunt qui parce qu'il n'y a aucune banque française qui ne prêtait. Exactement. Et il faut aussi rappeler que François Bayrou, lorsqu'il a conclu cet accord avec Emmanuel Macron en 2017, avait insisté notamment pour que puisse être créée une banque de la démocratie permettant de financer tous les partis politiques, parce que son parti, le MoDem à l'époque, était bien en peine de trouver lui aussi des financements. Et toutes ces promesses, finalement, n'ont pas été tenues. François Delabarre. Pour Paris Match. Non, ce qui m'intéresse sur le paysage politique par rapport à la question de la Russie et de l'Ukraine, c'est la manière dont Poutine a réussi à incarner en fait le conservatisme et la tradition. Il veut sauver l'Occident dépravé et en affichant une culture qui est fidèle à ses traditions, et ça a assez bien fonctionné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ses pires ennemis en fait sont pareils que lui. Donc si vous allez en Ukraine, si vous allez en Pologne, ils sont autant hostiles au mariage pour tous que les Russes. Ils sont autant conservateurs que les Russes. Mais pourtant, quand vous faites parler des conservateurs, ils vont préférer les Russes. Alors qu'en réalité, leurs ennemis pensent à la même chose qu'eux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un fossé aujourd'hui en France, mais partout en Occident et aux États-Unis, c'est encore pire, entre les progressistes et les conservateurs. On parle de guerre culturelle. Et là, Poutine, il a bien compris comment s'insérer dans ce conflit. Et puis on le voit au moment des débats parlementaires, de la manière dont il est soutenu. Il faut être honnête quand même malgré tout, c'est que s'il y a une fascination d'une partie de la droite pour Poutine, l'invasion de l'Ukraine a quand même conduit un certain nombre de ses responsables à prendre plus que leur distance et à condamner cette agression, et aujourd'hui ne plus rien revendiquer de lien avec Vladimir Poutine. Et quant à Vladimir Poutine, j'ai pas l'impression aujourd'hui, même si ça a été le cas pendant un certain temps, qu'il veuille sauver l'Occident conservateur. Il a définitivement tourné la page de cet Occident, me semble-t-il, se tournant plus volontiers vers la Chine que vers l'Europe. D'ailleurs, il fait comprendre aux Occidentaux que il faudrait qu'on arrête d'imposer une façon de penser démocratique, occidentale aux autres pays, que ce soit à la Russie, à la Chine, aux pays du Golfe. Donc il s'est tourné vers un modèle autocratique. Donc il s'est tourné vers les autocraties. Et donc c'est un peu les autocrates contre les démocrates. Et là aussi, une partie de la population française qui est tentée vers plus d'autorité, à tort ou à raison. Je dis pas, je prends pas parti, mais ils voient Poutine comme un modèle vers une société plus propre, plus nette. Ils l'ont vu comme un modèle. Mais il le voit encore aujourd'hui. Nettement, on a vraiment très très clairement le camp des autocrates. Pourquoi est-ce que vous avez les Chinois, les Iraniens et les Russes ensemble contre les démocraties? Et ce camp-là, partout, vous pouvez partout où il y a des conflits, vous pouvez à peu près voir où. Non, mais citez-moi depuis février 2022 un responsable politique français qui aujourd'hui continue à faire l'apologie de Vladimir Poutine. Vous n'en trouverez plus. Mais bon. Tout ça, ça rappelle quand même la phrase de Churchill qui disait que la démocratie était un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes parce qu'on n'avait pas essayé les autres. Cela dit, il y a peut-être une inflexion maintenant dans le sens où, en l'occurrence, Poutine et Xi Jinping, d'ailleurs pour ne pas le nommer, nous montrent que ça peut fonctionner sans démocratie. Donc après c'est un débat là que j'ouvre. Et voyez on a l'antenne jusqu'à 19h donc après. Vous voyez ceux qui ont pleuré Navalny et puis ceux qui estiment que Navalny il est mort parce que c'est une autocratie et puis tant pis, il y a d'autres pays qui sont comme ça. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même niveau de tolérance par rapport à ce qu'a fait Poutine à Navalny en fonction de l'image que vous avez de lui. Arthur. Non, peut-être pour revenir à ce qui s'est passé au Parlement, je pense que on voit bien que la stratégie d'Emmanuel Macron est assez simpliste pour cette campagne européenne qui consiste à dire d'un côté il y a les gentils, c'est nous défenseurs de l'Europe et de l'Occident, et de l'autre il y a les méchants amis de Vladimir Poutine. Marine Le Pen avait quand même l'occasion cette semaine de clarifier sa position alors qu'elle est attaquée en permanence sur ce thème-là avec le vote qu'il y a eu, même s'il n'avait qu'une portée symbolique, le vote au Parlement sur l'accord de sécurité avec l'Ukraine, et elle a choisi de s'abstenir. Moi, c'est quelque chose qui j'ai pas vraiment compris la stratégie du Rassemblement national qui avait derrière ça. Elle avait l'occasion peut-être d'en finir et peut-être de
totalement couper l'herbe sur le pied à tous ceux qui l'accusent en permanence d'être proche de Moscou. Elle l'a pas fait, c'est son choix. Cela dit, dans le propos de Marine Le Pen, qu'elle a dit plusieurs fois d'ailleurs à différentes reprises, que ce soit à la tribune de l'Assemblée nationale ou dans les médias, elle dit soit on est d'accord avec Macron, soit on passe pour alors je vais pas reprendre tout ce qu'elle a dit, mais un pro-poutinien. C'est une dichotomie, c'est un schéma vraiment complètement binaire, en disant, alors je suis pas là pour dire si Marine Le Pen a tort ou a raison de dire ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que quand on n'est pas d'accord avec le chef, on passe pour le pire des pires des pires, quoi. C'est exactement la stratégie d'Emmanuel Macron, et encore une fois, je pense qu'elle avait là l'occasion de pouvoir se défendre par le vote à l'Assemblée. Elle ne l'a pas fait. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui sont peut-être pas liées à sa proximité avec la Russie. Elle voulait montrer une différence d'approche vis-à-vis du soutien qu'on peut avoir à l'Ukraine, certainement, mais d'un point de vue politique, elle aurait pu faire passer un message. Elle n'a pas saisi cette opportunité. Ce message binaire de Marine Le Pen, vous êtes d'accord, Raphaël Steinville? Non, mais oui, je suis partiellement d'accord. Après, sur la réponse, c'est-à-dire que sur le choix de Marine Le Pen et d'autres, parce que c'est pas la seule à s'être réfugiée dans l'abstention, moi, je peux comprendre. C'est-à-dire que si on doit être sommé absolument, dès lors qu'Emmanuel Macron a pris une position de le rejoindre, la démocratie n'existe plus en tant que telle. Moi, je pense que de toute façon... est-ce que c'est un système qui devient pérenne dans la façon de gouverner du président? En tout cas, dans la façon de réagir à Marine Le Pen, moi j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est un piège absolu, si ça lui sera préjudiciable, mais j'ai l'impression qu'elle a tellement peur qu'un certain nombre de prises de position lui soient reprochées, qu'elle a tendance à la fois sur l'Ukraine, mais on l'a vu au moment de la constitutionnalisation de l'IVG de la constitution de l'IVG, finalement de se rallier à une position médiane ou à la position majoritaire, plutôt que de prendre le risque d'une infime différence. Et François Delabarre, qu'est-ce qu'il en pense de je pense que quand il y a une guerre, il y a rarement de troisième voie. On est dans un camp ou dans un autre. Et vous avez expliqué qu'on n'était pas en guerre, François? Non, non. Quand on parle de guerre, je veux dire quand on est sur parce que tout à l'heure on était sur les adversaires et sur les ennemis, donc on a compris qu'on n'était pas en guerre. Donc c'est la preuve qu'on n'est pas en guerre. Si on a le droit de pas être d'accord. Mais je pense qu'on a le droit de pas être d'accord. On a le droit de discuter encore aujourd'hui en France. Bon, alors discutons, et dans un instant on va filer à Sciences Po. Tiens, rapport à ce que vous disiez sur les gentils et les méchants. Qui c'est qui est très gentil? Qui c'est qui est très méchant? 18h35, la semaine politique continue sur Europe 1 tout de suite. La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.